Aujourd'hui, explorons ensemble une exceptionnelle force conquérante comme jamais le monde n'en a connu. Chinggis Khan et sa horde mongole. En un peu moins de 70 ans, Chinggis Khan et ses fils fondèrent le plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Tentons de découvrir comment l'armée de Chinggis Khan a pu imposer sa domination sur un si vaste territoire, lequel finalement devint le grand empire des Khan. Pour le découvrir, je construirai une guerre dans la steppe de Mongolie. Et comme un guerrier mongol, je tirerai à l'arc tout en montant à cheval. Et enfin, grâce à l'ADN, je retrouverai l'héritage génétique de ce génie militaire que fut Chinggis Khan. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Il y a 8 siècles, la grande steppe d'Asie centrale assista à la naissance d'un des empires les plus grands que le monde ait connu. Bonjour, je suis Josh Bernstein. Je voyage aujourd'hui en Mongolie afin d'y découvrir l'histoire et l'héritage de la horde mongole et de son célèbre chef, Chinggis Khan. Située dans les steppes de l'Asie centrale, la Mongolie est une petite nation de 2,5 millions d'habitants. Durant la plus grande partie du XXe siècle, la Mongolie était un État satellite de l'Empire soviétique. Toute initiative de redécouverte du passé national, notamment de Chinggis Khan, y était découragée de manière systématique. Mais la Mongolie est devenue depuis un État indépendant. Et lorsque l'on déambule dans les rues de Oulan-Bator, la capitale, on peut aisément se rendre compte du respect que ce personnage inspire. Partout, on peut voir le nom et l'image de Chinggis Khan. Que ce soit sur les immeubles, sur les bouteilles de bière ou sur les billets de banque. On l'a même peint sur le flanc d'une montagne. Pour nous, les gens de l'Ouest, la terreur inspirée par Chinggis Khan et sa horde est légendaire. Au XIIIe siècle, ils déferlèrent hors de la Mongolie et s'abattirent sur le monde civilisé. Ils massacrèrent partout, sans aucune discrimination. Ils violèrent, ils pillèrent. On disait aussi qu'ils étaient des barbares, qui plus est complètement illettrés, sans art et sans agriculture. L'image que nous avons d'eux est celle de sauvages. Pour savoir ce qui se cache réellement derrière ces légendes, discutons avec un spécialiste de l'histoire mongole, Chris Atwood. Rencontrons-le sur le nez même de Chinggis Khan. Chris? Salut Josh, ravi de te rencontrer. C'est un bel endroit pour discuter. On est sur la figure de... Dis-moi, on doit dire Genghis ou Chinggis Khan? C'est Chinggis Khan. Au XVIIIe siècle, lorsque les érudits français ont commencé à l'étudier à travers les textes perses, ils déchiffrèrent mal son nom. De Chinggis Khan, on passa à Genghis Khan. Plus tard, les gens prirent l'habitude de l'appeler Genghis ou Gengis Khan, mais c'est une erreur. Donc pas Genghis. Non, Chinggis. Très bien, donc qui était Chinggis Khan? Il fut le bâtisseur du plus grand empire de l'histoire. Il y a eu beaucoup d'empires depuis 800 ans. En termes de taille, rien n'égala jamais l'empire mongol. L'empire romain, à son âge d'or, était 4 fois moindre que l'empire mongol. Quant à celui d'Alexandre le Grand, bien qu'immense, il ne faisait que la moitié de sa superficie. C'était un empire absolument gigantesque, et il ne fut bâti qu'en 70 ans. L'empire mongol s'étendait de l'océan Pacifique jusqu'à la mer Noire, incluant une grande partie de l'actuelle Russie et la Chine. Un empire de 14 millions de kilomètres carrés, le plus grand jamais bâti d'un seul tenant. Les Mongols triomphèrent des civilisations les plus avancées technologiquement, à savoir la Chine, la Perse et l'Europe.
on arrive à comprendre pourquoi les Mongols d'aujourd'hui vénèrent Chinggis Khan. C'est lui qui a fondé leur nation. C'est lui qui, en les sortant de leur isolement et de leur éparpillement en tribus, a fait d'eux une nation dominant toute l'Eurasie. Chinggis Khan est bien davantage un titre qu'un nom. Cela signifie chef universel. À sa naissance, en 1162, il reçut pour prénom Temujin. À cette époque, 5 tribus dominaient la steppe, avec chacune à sa tête un khan. Elles coexistaient dans l'anarchie la plus totale. Les implacables luttes de pouvoir entre les khans entraînaient des alliances toujours fluctuantes, le tout dans une atmosphère de violence perpétuelle. Temujin perdit son père empoisonné par une tribu rivale, alors qu'il n'avait que 9 ans. Il eut alors cette idée que tous les nomades devraient se rassembler sous le commandement d'un seul khan, afin de bouter leurs ennemis hors de la steppe. Il fut inspiré par une ancienne légende. 5 frères, tout comme les 5 tribus, se combattaient avec acharnement. Leur mère arriva et leur ordonna d'arrêter. Elle leur dit « Prenez chacun une flèche et brisez-la. » Puis elle leur tendit 5 flèches liées entre elles. Elle leur demanda de les briser, elles aussi. Si comme ces flèches vous restez liés tous les 5, vous resterez invincibles. À partir de ce jour, le rêve de Temujin fut d'unifier les 5 tribus pour ensuite mettre à profit l'exceptionnelle force du nouveau peuple nomade unifié. Ce que Chinggis Khan et ses armées réalisèrent est assez stupéfiant. Mais qu'y avait-il de si particulier chez ces anciens Mongols pour qu'ils écrasent littéralement tous leurs ennemis? Pour le découvrir, je me rends à l'Université nationale de Mongolie pour y rencontrer l'archéologue Tumen Dashseveg. En 2004, cette femme dirigea une fouille archéologique au cours de laquelle elle fit l'incroyable découverte de 7 anciennes tombes signalées par une unique pierre. Je vous en prie, entrez. C'est notre réserve. Nous y conservons l'ensemble de nos découvertes archéologiques. Qu'y a-t-il dedans? Il y a des crânes. Des crânes? Oui. Le professeur Dashseveg prend une de ces boîtes pour me la montrer. C'est le crâne d'une femme. Le reste de son squelette est déjà installé dans la pièce à côté. C'est un spécimen assez rare de squelette humain datant de la période médiévale. Les nomades abandonnaient la plupart de leurs morts aux animaux. Seules les élites avaient une sépulture. L'archéologue m'explique que cette découverte royale a apporté de nombreux indices pour la connaissance de la vie à l'époque des Khans. On sait donc quand elle a vécu. Oui, elle a vécu exactement à l'époque de Chinggis. À la même période. Oui, absolument. Elle a vécu entre 1190 et 1230. Alors il se peut qu'elle ait connu Chinggis Khan. Peut-être. C'est fascinant. On peut le supposer, en effet. Le professeur me montre quelques-uns des trésors retrouvés dans la sépulture de cette femme. Une armure plaquée en or et une bague à l'effigie du faucon. Regardez, il y a un tout petit faucon, vous voyez? En effet, le faucon était un symbole de la tribu de Chinggis. Le faucon était l'emblème de Chinggis. Tout à fait. Cette bague pourrait signifier que la femme était une proche de Chinggis. Nous ne le saurons jamais. Il est possible aussi qu'elle ait été l'une de ses épouses. Il en aurait eu 36. Mais le faucon n'était pas le seul animal à accompagner la royauté mongole dans l'autre monde. Il y avait d'autres choses.
Elle fut aussi inhumée avec un cheval. Un squelette de cheval aussi? Elle était sur le cheval? Non, non, à côté d'elle. À côté? Enterrée juste à côté d'elle. D'accord, juste à côté d'elle. Vous avez le cheval ici? Oui. Et voici donc le crâne du cheval. Mais le cheval était entier avec elle? Tous les deux enterrés ensemble? Oui, le cheval était entier, pas seulement la tête. Est-ce que c'était une pratique courante? D'être enterré avec son cheval? Oui. Nous avons fouillé 7 sépultures, et avec les 7 squelettes humains, nous avons trouvé 7 squelettes de chevaux. Chaque personne avec son cheval. C'est cela. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient enterrés avec leurs objets précieux? Oui. Donc avec de l'or? Mais avec des chevaux, cela signifie qu'ils vénéraient énormément leur monture. Si les anciens dignitaires mongols se faisaient inhumer avec leurs chevaux, cela voulait dire que cet animal était considéré avec un immense respect. C'est vrai qu'ils allaient au combat avec leurs chevaux, tout comme Napoléon. Mais lui, il ne s'est pas fait enterrer avec. Mais pourquoi les chevaux revêtaient-ils une si grande importance dans l'Empire des Khan? Tout cela, je vais le savoir bientôt. Mais avant cela, je vais découvrir le sol poussiéreux de la steppe. Je suis à la recherche des secrets qui se dissimulent derrière les hordes sanguinaires de Tchingis Khan au XIIIe siècle. J'ai appris que les membres royaux des Khan étaient inhumés avec leur monture. En explorant cette relation qui liait les Mongols à leurs chevaux, il se peut que je comprenne comment ils ont pu conquérir la moitié de l'Eurasie en seulement 70 ans. Je quitte la capitale Ulaanbaatar pour me diriger vers les grandes steppes centrales. Je voudrais observer de plus près les descendants de ces chevaux que les hommes de Tchingis Khan estimaient tant. Il m'a dit, tu sortiras de la route et tu verras un gars avec des chevaux, ce sera moi. Enki est guide et interprète. Il a gentiment proposé de me montrer la steppe, mais à la façon mongole, à savoir à cheval. Enki, Salut, Josh. comment vas-tu? Bien, et toi? Sois le bienvenu sur la steppe. Content de te rencontrer. Ah, tu plaisantais pas, on va vraiment faire une balade? Ils doivent être heureux ici. Ça, oui. Salut mon gars, tu vas bien? Ce sont vraiment de petits chevaux, hein? Oui, mais ils sont résistants, tu sais. C'est vrai que les chevaux européens sont plus grands. Mais, Comme ça. oui, les nôtres ne mesurent pas plus d'1m40. Mais ils ont l'air costauds. Ils sont trapus, certainement très robustes. Ils évoluent en liberté dans la steppe. Ils ont de la bonne herbe. De l'herbe? On leur donne rien d'autre. Non, rien du tout. Que de l'herbe. Oui, exclusivement. On fait un tour? Oui, allons chez des amis de ma famille. Ce sont des nomades. Enki m'explique qu'il y a en Mongolie 13 chevaux par habitant. J'ai toujours rêvé d'en monter un. La première fois, c'est un défi. La plupart du temps, ils vivent en liberté dans les grandes steppes. Les nomades les montent juste quand ils en ont besoin. Ce mode de vie les rend un petit peu incontrôlables. Ça se présente bien? Et ils se montrent à la hauteur de leur réputation, comme ici, lorsque le cheval d'Enki s'approche d'un peu trop près. Vous avez tout vu, bien sûr. En fait, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, mais il m'a semblé me faire éjecter. Je crois bien qu'il n'était pas content. Mais vous savez, ce qui reste à faire lorsqu'on s'est fait éjecter d'un cheval, c'est d'y retourner. Allez mon ami, deuxième essai. On retente le coup. Désormais, tout mon respect pour les chevaux mongols et pour les cavaliers qui les montent. Nous voici donc partis à la rencontre des amis nomades d'Enki.
Apparemment, ce n'est pas très loin d'ici. Et franchement, pour tout vous dire, il pourrait bien vivre à des dizaines de kilomètres que j'en serais satisfait, même monté sur un cheval au tempérament de feu. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une vaste étendue herbeuse et une rivière qui s'étire lentement jusqu'aux collines, loin à l'horizon. C'est un paysage infini, et les Mongols savent en tirer parti. C'est étendu, tu peux aller où tu veux. Près de la moitié de la population mongole, plus d'1 million de personnes, vit dans ce qu'on appelle des guerres. Nous les connaissons plus généralement sous le nom de yourtes. Nous sommes attendus. Vêtus de leurs costumes de cérémonie, les amis de Enki nous accueillent devant leur guerre. Enki me présente Odgonjigi et son épouse Nergui. Ils se sont installés à cet endroit il y a environ 1 mois. Ils resteront jusqu'au premier froid. Après les présentations d'usage, ils me montrent comment est construite une guerre. Ils en installent une rien que pour toi. C'est très gentil. Aucun autre abri ne possède autant de grâce, de beauté, de confort et de mobilité qu'une guerre. Les 2 poteaux au centre n'ont pas de réelle nécessité structurelle, mais ils possèdent en revanche une importance symbolique. Une voie pour les esprits reliant la terre et le ciel. Ce tissu sera visible de l'intérieur, une sorte de papier peint. Puis on installe l'isolation. Elle provient de la laine des moutons qu'ils élèvent. Elle a été peignée, nettoyée et enfin battue pour la transformer en feutre. Et si on avait dû pratiquer comme on le faisait à l'époque de Tchingis? Il est probable qu'à l'époque, ils ne disposaient pas du feutre qu'on utilise aujourd'hui. Sinon, pratiquement rien n'a changé depuis Tchingis Khan. Ah, c'est chouette, N'est-ce pas? Traditionnellement, il faisait assez sombre dans une guerre. L'unique source de lumière étant l'orifice dans le toit. Il y avait aussi beaucoup de fumée à l'intérieur, car pour se chauffer, on utilisait un combustible trouvé sur place, les excréments d'animaux. La structure des guerres n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, mis à part quelques améliorations au niveau du confort. C'est somptueux. Tout le monde dort ici? Oui, toute la famille dort ici. Le père, la mère et les enfants. Il y a l'électricité? Oui, ils ont installé des panneaux solaires. Selon la tradition mongole, on offre toujours à boire et à manger à ses visiteurs. C'est un peu notre bière locale. C'est du lait de jument. De jument? Oui. De cheval? Oui, Du lait de jument. exactement. Comment tu trouves ça? C'est fermenté. C'est comme du lait fermenté. C'est bon? C'est bon. On laisse le lait de jument fermenter. On dirait qu'on y a ajouté de la bière légère. Voilà à quoi ça me fait penser. Après un repas ou une boisson, il y a une autre coutume. On prise. Toi aussi, tu vas pouvoir priser. Priser? Vas-y. On y va. Ah ouais? C'est sympa, hein? Sympa. Puis dehors, nous regardons les enfants qui montent leurs chevaux. Ce sont d'excellents cavaliers, C'est sûr. ils sont forts. Et même le plus jeune, qui a seulement 5 ans, monte avec beaucoup d'aisance. Tous les enfants grandissent comme ça? Ouais. Petits, ils montent comme ça. On les met sur les chevaux avant même qu'ils ne marchent. Ah bon? Oui. Enki m'explique que pour bâtir son empire, Tchingis a parfaitement su exploiter les aptitudes équestres des Mongols. Mais un obstacle persistant demeurait. Les raids entre tribus et les guerres existaient toujours.
Alors qu'il n'était encore que Temujin, il découvrit un moyen de briser cette habitude et d'unifier les nomades. Il rejeta la suprématie de la tribu en faisant en sorte que chaque groupe familial reste loyal à son clan local. Avant même de privilégier ses proches, Temujin donnait une promotion aux hommes les plus courageux à la bataille. Il épargnait les hommes les moins gradés. Les invitant à rejoindre son propre clan, il les traitait en égaux. On raconte même qu'un jour, il félicita un soldat ennemi qu'il avait pourtant blessé à la joue. Il lui offrit une place d'honneur. De cette manière, Temujin brisait toutes les anciennes attaches et les vieilles rivalités. Il n'hésitait jamais à éliminer les familles qui s'opposaient radicalement à lui. Sa méthode de prédilection pour tuer les chefs récalcitrants était de leur briser la colonne vertébrale à l'aide d'une lance. En 1206, Temujin restait invincible sur la steppe. Il fut proclamé publiquement Chinggis Khan, chef de tous les nomades. Dès ce jour, les 5 tribus unifiées prirent le nom du clan des Khan, les Mongols. Avec désormais une seule tribu, un pouvoir unique était né. Son territoire avait déjà la taille de l'Europe de l'Ouest. Mais il allait s'étendre davantage. En regroupant tous leurs hommes sous une unique bannière, les habitants des steppes commencèrent à s'intéresser aux plus riches civilisations au-delà de leurs frontières. Dans la plupart de mes voyages pour découvrir le passé, j'ai dû explorer les sous-sols. Mais ici, en Mongolie, tous les indices se trouvent à la surface. Les nomades mongols d'aujourd'hui poursuivent leur tradition. Mes hôtes préparent un plat traditionnel, une viande cuite grâce à des pierres brûlantes. Les nomades ne se nourrissent pratiquement que de viande et de laitage fournis par leur élevage. Ils ne cultivent pas la terre. À l'époque de Chinggis Khan, ce régime exclusivement protéinique plaçait les Mongols relativement en marge par rapport à leurs voisins. Les civilisations agraires qui entouraient la Mongolie nourrissaient des populations largement plus importantes grâce aux cultures céréalières. À cette époque, le peuple mongol comptait 2 millions d'hommes et de femmes. Comment leur petite armée a-t-elle bien pu conquérir un territoire de 100 millions d'habitants ? Merci à toi. J'aurais aimé rester davantage, mais désormais je dispose de nouveaux éléments concernant Chinggis Khan. Je dois poursuivre mes recherches. Dans un instant, j'affronterai quelques-uns des meilleurs archers de toute la Mongolie. J'ai pu me rendre compte que le mode de vie des nomades des steppes n'est pas très différent aujourd'hui de ce qu'il était à l'époque des Khan. Vivant dans des guerres, ils dépendent de leurs chevaux pour les transports et la nourriture. Temujin, qu'on appellera plus tard Chinggis Khan, avait su tirer parti de la robustesse du peuple nomade, ainsi que de son mode de vie. Je me rends au Musée national de l'histoire du peuple mongol pour tenter d'y découvrir ce qui a fait de ces chasseurs nomades des guerriers conquérants. L'archéologue très renommé Bira Shakdar va m'éclairer dans mes recherches. Voici Chinggis Khan, le père fondateur de la nation mongole. Il est représenté ici avec ses 2 bannières, la blanche pour la paix, la noire pour la guerre. Le professeur Shakdar m'explique que dans la tradition chamanique mongole, les bannières contenaient le destin des guerriers, ainsi que leur âme après la mort. Il vouait un culte au dieu du ciel. Chinggis Khan lui-même prétendait que ce dernier
lui avait ordonné de diriger le monde. Selon lui, l'ordre de devenir un grand leader mondial lui venait directement de Dieu. Il semblerait donc que sa vision de l'Empire dépassait largement celle plus traditionnelle des Khan. Oui, Chingis pensait qu'il ne devait y avoir qu'un unique Khan. Comme il n'y a qu'un unique soleil dans le ciel, c'était cela, il ne devait y en avoir qu'un seul. Lui-même. Oui, lui-même, bien entendu. Chinggis Khan pensait qu'il avait été choisi par Dieu. Il ne se préoccupait pas de la classe, du statut social, ni des liens du sang. Si vous alliez dans son sens, il vous récompensait. Dans le cas contraire, il vous tuait. Sitôt que toutes les tribus furent unifiées, Chinggis Khan interdit tout raid à l'intérieur des frontières mongoles. Désormais, avec ses nouvelles responsabilités à l'égard du reste du monde et ordonné par Dieu, Chinggis n'avait d'autre choix que de conquérir. Mais son armée, avec seulement 30 000 hommes, était bien inférieure à celle de ses voisins. L'armée chinoise était plus nombreuse, et bien souvent, il n'y avait qu'un seul combattant mongol pour au moins 2 soldats adverses. Alors comment Chinggis Khan a-t-il pu malgré tout écraser ses ennemis? Afin de répondre à cette question, je retrouve le professeur Chris Atwood à Ulaanbaatar. La toute première réponse se trouve en fait dans le choix des armes. Nous voici chez Bokmot qui fabrique des arcs et des flèches selon une tradition qui s'est toujours maintenue depuis des centaines d'années. Ils sont nombreux à pratiquer cet artisanat? Je crois qu'ils sont 3, 2 à Ulaanbaatar, 1 en province. Il dit que c'est une tradition dans sa famille. Son père, son grand-père fabriquaient des flèches comme lui aujourd'hui. Les arcs sont fabriqués à partir de 3 matériaux différents: la corne, le bois, le tendon. Cela leur confère tout à la fois force et flexibilité. Puis ils sont recouverts d'écorce de bouleau. Bokmot m'explique qu'à l'époque de Chinggis Khan, les combattants fabriquaient eux-mêmes leurs arcs. C'est vraiment très flexible, regardez ça. Et regardez. La forme de cet arc est particulière. Ses extrémités sont recourbées vers l'avant. La tension est ainsi plus forte et l'efficacité plus importante que sur un grand arc classique. Une arme puissante, hein. Il va falloir l'essayer maintenant. Nous nous rendons en dehors de la ville où le tir à l'arc est pratiqué comme un sport à part entière. Chinggis Khan avait l'habitude de promouvoir au mérite. Alors je me demande si moi aussi j'aurais été promu. L'historien Peter Marsh se propose de m'aider dans ma préparation en vue d'intégrer la horde mongole. Mais avant de tirer à cheval, je vais m'entraîner à terre pour me faire la main. Josh, je te présente Ganbaatar, l'un de nos meilleurs archers en Mongolie. Très intéressé par mon arc, Ganbaatar demande à l'essayer. Là, je ne saisis pas vraiment la blague, mais je vais comprendre. Il me donne une petite pièce en corne afin de protéger mon pouce, puis me donne une rapide leçon de maniement, comme ceci. Ensuite, je peux tirer. Oui, je comprends. On ne tire pas de cette manière-là. Non, tu tires avec ton pouce. Il est protégé avec le petit instrument. Bon, on verra bien. Faisons un essai, ok? Je crois que c'est honorable, mais entre l'effort à fournir avec le pouce et la tension de l'arc, ce n'est pas facile. L'arc est beaucoup plus fort que l'archer.
La force de tension de cet arc est de 45 kilos. Qu'est-ce que ça fait mal! Ça, c'est quand la corde frappe les doigts. C'est mieux. Et puis, quelque chose me dit que pour Gunbattar, c'est plus facile. On échange pour voir. Je vais tirer avec celui-ci, d'accord? Je le garde. Je vais chercher les flèches et je reviens. Il m'a fait débuter avec l'arc le plus difficile. Par contre, lui, il avait un arc bien plus facile à manier. Je crois bien que mes amis mongols aiment se moquer de moi. Le cheval d'abord, puis maintenant l'arc. Donc, je tire avec l'arc de Gunbattar. Je le tiens bien? Ah, sympa. Ça n'a plus rien à voir maintenant. Je préfère nettement. Les guerriers mongols pouvaient atteindre une cible jusqu'à 320 mètres de distance, soit 90 mètres de plus que leurs ennemis avec leurs arcs droits. Donc ils devaient accomplir tous ces gestes et garder le contrôle de leurs chevaux? Je réalise que manipuler un arc et galoper tout à la fois, c'est un véritable défi. Il est temps pour moi de savoir si j'aurais pu être un bon guerrier mongol. Et ce n'est pas facile. Lancés au grand galop, ils pouvaient se tenir debout sur leurs étriers, tout en visant dans n'importe quelle direction. Le cheval et l'arc formaient une combinaison parfaite. Mais le succès des Mongols ne tenait pas seulement à cela. En Asie, depuis plus de 1000 ans, des cavaliers tiraient à l'arc. Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'était le génie militaire de Tchinguis. Non seulement il avait parfaitement su utiliser la double compétence de ces hommes, qui étaient à la fois de grands cavaliers et d'excellents archers, mais il avait ajouté à cela un nouvel élément, et pas des moindres: l'organisation. Tchinguis Khan inventa une nouvelle hiérarchie pour son armée. Les guerriers étaient regroupés en unités de 10 hommes, puis de 100, puis de 1000, et enfin de 10 000. Toute l'armée était montée, ce qui était unique dans l'ancien monde. De plus, chaque cavalier avait 2 ou 3 chevaux. Cela leur permettait une mobilité extraordinaire, sur et en dehors du champ de bataille. Ainsi, ils pouvaient parcourir plus de 100 km par jour, là où n'importe quelle autre armée n'en parcourait péniblement que 20. Tchinguis Khan avait su exploiter les qualités du cheval. Leurs voisins pouvaient bien les qualifier de barbares. Mais sur le champ de bataille, Tchinguis Khan et son armée mongole avaient des centaines d'années d'avance. Pour preuve, le sang versé par leurs voisins les plus proches. L'empire chinois de Jin, au sud, fut le premier à tomber. En 1206, les Mongols conquirent plus d'1 300 000 km². Ils menèrent des opérations de destruction dans toutes les campagnes et obligèrent les villes à capituler. En 1221 commença la guerre contre l'Empire perse, qui aurait fait, selon certaines sources, plus de 6 millions de morts. Une des techniques favorites des Mongols était la retraite feinte, forçant les troupes adverses à la poursuite, parfois pendant plusieurs jours. Ensuite, il s'agissait simplement de se retourner. Ils ne perdirent jamais une bataille.
Si une ville lui résistait, l'armée mongole la détruisait et elle tuait tous ses habitants. C'est ainsi que les Mongols gagnèrent leur réputation de barbares. Les enfants de Tchingiz suivirent les traces meurtrières de leur père. Ils élargirent l'empire depuis l'océan Pacifique à l'est jusqu'à la mer Noire à l'ouest. 100 millions de personnes se retrouvèrent ainsi sous domination mongole. C'est difficile à imaginer quand on regarde les images qu'offre la Mongolie d'aujourd'hui. Certes, en superficie, ce fut le plus grand empire du monde. Aujourd'hui, on se demande, mais qu'en reste-t-il? Pour le découvrir, je quitte Ulan-Bator et je me dirige vers la première capitale de la Mongolie, Karakorum. À suivre, l'ancienne capitale de Tchingiz Khan, puis la preuve qu'il ne fut pas du tout un barbare. Je voyage en Mongolie pour découvrir comment, au XIIIe siècle de notre ère, les hordes mongoles créèrent l'empire le plus vaste qui ait jamais existé au monde. J'ai découvert que parmi tout ce qui faisait le succès de l'armée mongole, il y avait l'extraordinaire talent de cavalier de ces soldats, combiné à leur grande agilité à l'arc. Il faut ajouter bien sûr le génie militaire de leur chef, Tchingiz Khan. Je me dirige maintenant vers Karakorum, la capitale de l'Empire, pour savoir comment ces soi-disant barbares régnèrent sur 100 millions de personnes. Aujourd'hui, la ville n'est plus qu'un site archéologique situé à environ 370 km au sud-ouest de Ulan-Bator. On dit encore que les Mongols n'avaient en réalité aucune velléité de créer un empire. Ce qu'ils voulaient avant tout, c'est pouvoir vivre leur vie de nomades et, à l'occasion, piller les peuples sédentaires. Mais ils réussirent tellement bien et écrasèrent tant de rivaux qu'ils durent finalement se doter de leur propre centre administratif. Me voici à nouveau en compagnie de Chris Atwood, sous les murs du monastère du XVIe siècle, construit sur les ruines de Karakorum. Ce monastère fut construit avec les pierres de l'ancienne ville de Karakorum. Et le vrai site de la ville? Là-bas. On va acheter un œil? Oui, allons-y. À cet endroit précis, nous avons les ruines les mieux préservées de l'ancienne cité du XVIe siècle. Ici, il y avait les bâtiments de la cité? Oui, il nous reste ici quelques bases d'anciennes fondations. Il reste beaucoup de choses à découvrir? Énormément de choses. Regarde par terre. Ceci est probablement un fragment d'une des tuiles du toit du palais, ou bien d'un temple, ou peut-être d'autres choses. On ne sait pas encore. De l'époque des Khan? Effectivement, tu tiens dans ta main un fragment de céramique émaillée du XIIIe siècle. Et celui-là? Oui aussi. Il y en a partout. Ça devait être un toit absolument magnifique. On les repose à leur place. Oui. Ces bases de piliers et ces fragments de tuiles, c'est tout ce qui émerge de l'ancienne ville. Mais au XIIIe siècle, un missionnaire flamand, William de Rubruck, décrivit ses voyages en Asie centrale, où il avait sans succès d'ailleurs tenté de convertir les Mongols. Il décrivit Karakorum en détail. Les premières pierres furent posées par le propre fils de Tchingiz Khan, Ogodei Khan. C'était une petite ville, couvrant une superficie de seulement quelques kilomètres carrés. Elle était entourée d'une banlieue de guerre. Il y avait 4 marchés, un à chaque entrée de la ville. 10 000 personnes habitaient la cité. On y trouvait 12 lieux de culte, tous consacrés à des religions différentes. Une diversité comme on n'en aurait trouvé nulle part ailleurs dans le monde médiéval. Le palais où vivait Ogodai était le joyau de la cité, avec ses décors complexes et son toit de tuiles rouges et vertes. Pourquoi un peuple nomade de gardiens de troupeaux avait-il besoin d'un palais? Eh bien, ce palais servait à conserver toutes les richesses que les Mongols avaient accumulées.
Pas seulement des richesses matérielles qui ne les intéressaient pas particulièrement, mais des artisans, des personnes dotées d'un savoir-faire. Tous étaient des gens qu'ils avaient ramenés avec eux de leur conquête. Des Chinois, des Perses, des Européens, des Russes. Des gens qui travaillaient pour l'Empire et les princes mongols, mais qui ne pouvaient vivre sur la steppe, car ce n'était pas leur mode de vie. Chinggis lui-même, lorsqu'il venait en visite, résidait dans une guerre à l'extérieur de la ville. Au fur et à mesure que son empire grandissait, Chinggis montra à quel point il n'était pas seulement un guerrier brillant, mais surtout un administrateur innovant et un homme d'État. Chinggis Khan a fait se rejoindre l'Est et l'Ouest. Il a mêlé ces civilisations du Moyen-Orient et les a obligées à apprendre les unes des autres. On avait un échange permanent d'idées et de techniques. Les Chinois échangeaient avec les Perses et les Perses avec les Européens. Très juste. Tu as entendu parler de Copernic? Les cartes du ciel sur lesquelles il a travaillé avaient été établies sous le patronage des Mongols. Il ne s'intéressait pas aux querelles consistant à savoir qui avait établi les meilleures cartes du ciel. Il voulait être les meilleurs en tout. Donc, ils demandèrent aux astronomes de tout l'Empire de tracer les meilleures cartes du ciel. Il y avait donc une sorte de brassage culturel de tout l'Empire. C'est cela, un mélange des cultures au beau milieu de la steppe. Chinggis Khan avait créé son empire en semant la mort et la destruction. Puis il créa ensuite une culture du mélange radicalement nouvelle. Il fut l'architecte des premiers échanges entre l'Europe et la Chine. Puis il encouragea une incroyable augmentation des transactions commerciales à travers l'Empire. Il garantit notamment la sécurité des convois de chameaux. Il fut l'inventeur du premier Pony Express. Il inventa même l'idée d'immunité diplomatique. Enfin, il interdit la torture. Alors Chinggis Khan était-il un barbare? Et qu'advint-il finalement de ce chef? Chris m'explique que lorsqu'il mourut, il fut enterré sans cérémonie, dans un endroit tenu secret. Des chroniqueurs mongols évoquent simplement sa mort, sans plus de détails sur le lieu de son inhumation. Des voyageurs racontent que Chinggis Khan fut enterré, mais que ceux qui le mirent en terre furent tués. Eux-mêmes auraient été exécutés par la suite. On aurait fait piétiner la terre par des chevaux pour qu'aucune trace ne reste visible, pour que le secret soit à jamais conservé. Quant à la ville de Karakorum, elle n'exista que durant 50 ans. Après la mort de Chinggis Khan en 1227, l'Empire commença à se fracturer. En 1274, son petit-fils Kublai Khan déplaça la capitale en Chine et créa Beijing. Karakorum, la cité de la steppe, perdit sa fonction et tomba dans l'oubli pour toujours. On dit que l'histoire est écrite par les gagnants. Mais dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, elle fut écrite par les victimes. Pour les Perses, les Chinois et les Européens, Chinggis Khan et ses hordes furent avant tout des meurtriers sanguinaires. C'est bien encore l'image qu'on conserve d'eux aujourd'hui. Mais pas en Mongolie. 800 ans après que Chinggis Khan eut unifié les tribus de la steppe, le bref empire mongol du Moyen-Âge reste un sujet de fierté. Dans un instant, je vais tenter de découvrir si, grâce au test ADN, l'héritage de Chinggis Khan est toujours vivant. J'ai pu découvrir que malgré leur extrême violence dans leur conquête, nos soi-disant barbares mongols du XIIIe siècle dirigeaient tout de même leur empire avec une certaine tolérance. 800 ans plus tard, la Mongolie est un pays tranquille. Cependant, l'impact de Chinggis Khan est toujours perceptible dans toute l'Eurasie. Donc il n'est pas étonnant de découvrir que les Mongols sont fiers de leur histoire.
Et nulle part ailleurs, cela n'est plus visible que dans la capitale. Tout le monde s'y est rassemblé aujourd'hui pour célébrer les 800 ans de la nation mongole fondée par Chinggis Khan. Nous voici pendant le festival annuel de Nadaham, qui chaque année rassemble les Mongols autour de leurs deux grandes fiertés nationales, l'équitation et le tir à l'arc. Leurs conquêtes donnèrent aux Mongols un statut radicalement nouveau. D'un seul coup, ils passèrent d'une position de nomades considérés comme arriérés et ridiculisés par leurs voisins se pensant plus civilisés, à une position de maître de l'univers. Chinggis Khan inscrivit la Mongolie sur les cartes. Aujourd'hui, il est toujours vénéré en tant que père fondateur et visionnaire. L'esprit de Chinggis Khan est bien vivant dans le cœur des Mongols. Mais aujourd'hui, les généticiens reconnaissent que son héritage pourrait bien aussi se retrouver dans leur sang. Je suis ici à l'Académie mongole des sciences, où je dois rencontrer des chercheurs en génétique. Ces savants traquent les gènes de Chinggis Khan. Le docteur Dashniam Boombain et son équipe ont prélevé l'ADN de quelques 3 millions d'hommes asiatiques. Vous avez effectué des prélèvements très loin, en fait dans toute l'Asie? Oui, nous avons seulement étudié les chromosomes Y. Les chromosomes Y? Oui, c'est le chromosome mâle. Que des prélèvements masculins? Oui. J'ai appris que le chromosome Y n'évolue pas, c'est cela? De père en fils, c'est le même. Les chromosomes Y se transmettent par filiation directement, sans aucune mutation. Le chromosome Y détermine le sexe de la personne. Là où les femmes ont 2 chromosomes X, les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Dans la mesure où un fils a donc le même chromosome Y que son père, alors les scientifiques sont en mesure d'isoler ce chromosome et de suivre sa trace à travers les générations mâles. Il n'en faut pas davantage comme échantillon pour travailler sur l'ADN. Le prélèvement est mis dans un flacon, puis il est envoyé au laboratoire, où les chercheurs effectueront les analyses pour déterminer la séquence ADN. Le docteur Boombain, en analysant l'ensemble des données, a pu déterminer qu'une branche de l'arbre généalogique se distingue très nettement dans la population mongole. D'après ses calculs, c'est le même chromosome qu'un homme qui a vécu au XIIIe siècle. Quelqu'un de très occupé, qui a dû avoir de nombreux enfants. D'après les données et nos calculs, il s'agit bel et bien de Chinggis Khan. Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit bien de l'ADN de Chinggis Khan? Vous n'avez pas d'adresse? Cela pourrait être quelqu'un d'autre vivant à la même époque? Il y a 2 choses. L'une est l'étude génétique. L'autre concerne les données historiques. Les archives nous ont renseigné sur bien des points. Qui était Chinggis Khan? Combien de fils il a eu, de petits-fils? Combien de femmes il a connues? Au final, les données historiques confirment parfaitement les données génétiques. Donc, alors qu'il était en train de conquérir un empire, il en concevait un second. Chinggis et ses fils après lui eurent des centaines de concubines. Et ils se firent donc un devoir de distribuer leurs semences à travers toutes les contrées qu'ils traversaient. La combinaison entre les massacres massifs de leur première campagne et la dissémination de leurs propres gènes à large échelle semble avoir effectivement porté ses fruits. 800 ans plus tard, le festival de Nadaham, rassemblant des visiteurs de tout le pays, s'avère être en définitive bien plus qu'une fête commémorative. C'est une grande fête de famille.
Installé ici, je me demande combien de personnes autour de moi sont des lointains cousins de Tchinguis Khan. Parmi cette énorme foule où je me trouve aujourd'hui, la plupart des gens sont nés dans le pays. Y en a-t-il qui sont des descendants directs de Tchinguis Khan? De nombreuses personnes ici ont donné leur ADN pour le savoir, moi y compris. J'ai mes résultats. Chacune de ces paires de nombres est une composante du gène humain. Tchinguis et moi avons les deux mêmes premières paires. Mais pour la suite, rien à voir. Non. Non. Trop de différence sur la suite. Je reconnais qu'il y avait peu de chance. En revanche, voici les résultats pour les autres membres de l'équipe, dont nos deux techniciens. Ce sont eux qui nous ont assistés dans toute la logistique sur ce reportage en Mongolie. Ils attendent sagement. Pour l'un d'entre eux, ça colle. Et le gagnant est... Baggy. C'est pas génial? Viens, je te montre. Presque toutes les paires correspondent. Merci. Baggy Khan. Cela montre tout simplement que la progéniture de Tchinguis Khan est partout dans ce pays. C'est d'ailleurs quelque chose dont le peuple mongol est fier. De nombreuses autres personnes en Mongolie peuvent prétendre avoir le même ancêtre royal que Baggy. Le docteur Bumbai estime qu'à travers les terres qu'il a conquises, 8% de la population descend de Tchinguis Khan. À travers le monde, cela représenterait une personne sur 200. L'estimation nous permet de conclure que cette grande famille aurait 32 millions de membres. Cela fait de lui le plus célèbre patriarche de toute l'histoire de l'humanité. Un génie militaire comme le monde n'en a pas connu d'autre, et dont le sang continue à couler aujourd'hui dans les veines de millions de personnes. L'empire de Tchinguis Khan fait définitivement partie de l'histoire, mais son héritage, lui, est bien vivant, et participe toujours au renouvellement de notre humanité.